Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, est notre invité ce midi. Je vous interroge avec Edwige Chevrillon et Jérémy Trottin. Nous sommes le 1er mai. Monsieur Bardella, vous étiez, juste avant de venir à cette émission, devant la statue de Jeanne d'Arc pour déposer une gerbe. Alors, je vais rappeler une ou deux choses à nos téléspectateurs. La libération d'Orléans par Jeanne d'Arc, c'est le 8 mai 1429. C'était la date initiale à laquelle elle était célébrée. Puis, en 1988, le Front national décide de décaler ça au 1er mai pour différentes raisons. Vous avez conservé cette date, vous y étiez pas Marine Le Pen, et vous avez changé de statut. Alors ça, c'est ma première question. Vous n'étiez plus devant la statue dorée place des Pyramides à Paris. Là, on a souvent vu Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen. Pourquoi est-ce que vous avez changé de statut équestre ? Oui, il n'y a pas de raison particulière. C'est vrai que la statue rue de Rivoli est associée à des défilés qu'a longtemps fait le Front National à l'époque. Le Rassemblement National a apporté ses nuances, ses évolutions. Et donc, nous avons changé de statut. Il n'y a pas de signification particulière, mais je pense que la politique, elle est d'abord et avant tout faite de symboles. Et on a voulu aujourd'hui rendre hommage, comme on le fait chaque année, à la femme la plus connue de l'histoire de France. Et puis Jeanne d'Arc, c'est aussi un symbole de rassemblement dans un pays qui est divisé, fracturé. C'est une héroïne, une chef de guerre qui a su rassembler la nation, la libérer, la protéger. Et donc, comme chaque année, nous avons rendu hommage à Jeanne d'Arc. Mais vous venez de dire, monsieur Bardella, la politique est une affaire de symboles, et c'est très important. Donc vous souhaitez définitivement décoller cette étiquette du Front National. En fait, pour vous dire les choses franchement, j'ai l'impression que vous voulez garder les électeurs du Front National, mais vous ne voulez plus de l'image de ce parti. On évolue. Et les Français savent bien que le Rassemblement National d'aujourd'hui n'est pas le Front National d'hier, d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, et que nous allons continuer d'évoluer. Et changer de statut, ça y contribue. Moi, je ne vois pas le parti politique comme une sorte de statu quo, comme une sorte d'entité immuable. Un parti politique, c'est un outil qui permet à des idées, à des convictions, qui permet à une dynamique d'arriver au pouvoir. Nous sortons d'une élection présidentielle où nous avons rassemblé notre famille politique, notre candidate Marine Le Pen a rassemblé un nombre de voix qu'on n'avait jamais réuni dans l'histoire de notre famille politique. Alors certes, c'est la dernière marche qu'il nous a manqué, mais au rythme de 10 millions de voix supplémentaires tous les 5 ans, la prochaine fois sera la bonne. Elle n'était pas là, Marine Le Pen. Non, la grande absente finalement de cette cérémonie du 1er mai, c'est Marine Le Pen qui a en revanche posté une vidéo dans laquelle on la voit visiblement dans un jardin devant des bambous, pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo. Et elle appelle à faire barrage à Emmanuel Macron. Elle appelle aussi à la mobilisation en vue des législatives. Est-ce que ce n'est pas un peu timide comme lancement de campagne ? Marine Le Pen a pris quelques jours pour se reposer. Ça ne vous aura pas échappé qu'elle sort d'une campagne présidentielle qui a été très longue. On n'est pas arrivé, nous, à 2 semaines de l'élection comme Emmanuel Macron en improvisant une campagne. On a travaillé cette campagne sur le terrain depuis plusieurs mois. Vous le savez, vous nous avez suivis. Depuis septembre, on était sur le terrain. Donc Marine a pris quelques jours pour se reposer, mais elle est de retour. Elle va conduire cette bataille législative avec le Rassemblement national. Ce qu'on a voulu dire, c'est que le scrutin n'est pas terminé, qu'il y a un 3e tour. Et qu'en vérité, les élections législatives sont un peu la dernière bretelle d'autoroute avant la ligne droite. C'est la dernière échéance, et les Français doivent le savoir, qui va permettre de limiter les pouvoirs d'Emmanuel Macron. Si Emmanuel Macron, à l'issue de ces élections législatives, obtient les pleins pouvoirs, obtient 450, 500 députés à l'Assemblée nationale, alors il aura les mains libres pour 5 ans. Il n'y aura aucun contre-pouvoir. Et ça va être donc le top départ, peut-être l'échec d'un mode de scrutin qui n'est pas représentatif. Parce que, permettez-moi de vous rappeler qu'un mouvement comme le nôtre, avant les élections législatives, on a des perspectives intéressantes, mais à la veille de ces élections législatives, n'a que 6 députés sur 577, alors qu'il a réuni en 2017 11 millions de voix au second tour, 13 millions de voix et demi sur ce second tour. Donc ça pose la question du scrutin proportionnel que nous appelons de nos voeux, mais les Français doivent bien savoir que le projet d'Emmanuel Macron ne sera mis en œuvre que si Emmanuel Macron a une assemblée majoritaire dans quelques jours. On peut encore empêcher cela. Donc c'est le 3e tour qui est lancé. Et nous appelons évidemment l'ensemble de ces Français qui travaillent dur, qui travaillent sans jamais se plaindre, qui payent les 60%. Monsieur Bardella, nous allons revenir sur les législatives dans un instant. 5 années de violence sociale très très dure, sauf s'ils décident, là encore, de faire entrer des députés patriotes à l'Assemblée. Une question quand même, je sais pas, j'imagine que vous êtes posé la question. Pourquoi est-ce que vous avez perdu finalement, à vos yeux ? Quelles leçons vous tirez ? Je pense qu'à la fois, le temps nous a donné raison, c'est-à-dire que le temps nous a conduit à imposer dans le débat public des thèmes, la question du pouvoir d'achat, la question de l'immigration, la question de la sécurité que nous avons imposé dans cette élection, mais il nous a peut-être manqué d'un peu de temps.
nous faisons face à une oligarchie, un système qui est extrêmement puissant. Emmanuel Macron a été élu, mais il a aussi été aidé. Il a été aidé par des unes tout azimut de journaux, toute la presse entière qui appelle à voter pour M. Macron. On a vu des unes pendant l'entre-deux tours de presse écrite. Donc, on est là face à un système qui est très puissant, qui tient, qui défend ses intérêts. Uniquement la faute aux autres. Non, je ne vous dis pas cela. Non. Je pense qu'il nous a manqué de temps. Je pense qu'il nous a manqué de temps pour convaincre. Mais quand vous n'êtes pas... quand vous avancez dans la diversité. Vous-même, oui, Marine Le Pen est partie très tôt, vous avez eu la campagne la plus longue. Donc quand vous avancez dans la diversité, c'est parfois plus difficile que tous les autres. On a fait le choix de la sincérité dans cette élection. De faire évoluer les choses, M. Bardella. Tous les arguments que vous avancez à l'instant, j'ai toujours entendu Jean-Marie Le Pen les avancer, puis Marine Le Pen, le Front National contre le système. On entend ça depuis toujours. Mais c'est la vérité. Mais donc vous avez l'intégralité. Donc les choses n'ont pas tant évolué. Quand vous avez l'intégralité, si elles ont évolué, parce que nous avons atteint un nombre de voix que nous n'avions jamais atteint dans l'histoire de notre famille politique, parce que nous avons participé de l'effondrement total des Républicains, parce que nous sommes aujourd'hui au bout de cette recomposition entre cette force populaire que nous avons créée. Je le rappelle, 13,5 millions de voix en tête dans 22 000 communes au premier tour, 18 000 communes au second tour. Il nous a peut-être manqué d'un peu de temps. Mais est-ce que le problème, M. Bardella, finalement, c'est pas le nom Le Pen ? Est-ce que c'est pas ce nom-là qui vous empêche de gagner, qui vous sépare des quelques pourcents là les éléments de langage d'Éric Zemmour. Non, je vous pose une vraie question. Non, je crois pas. Je crois que le nom Le Pen a mis... D'abord, je pense que le nom Le Pen, c'est le symbole dans la vie politique d'une forme de pugnacité, de courage, qui a réuni sur son nom, en l'occurrence sur son étiquette, 13,5 millions, 42%, 41,5% des électeurs français au second tour. Oui, ça, donc, aujourd'hui, M. Bardella, mais le nom Le Pen, c'est aussi un nom duquel vous souhaitez vous détacher, vous l'expliquez vous-même, parce que votre parti n'est plus le même. Mais le parti est amené à évoluer. Dans cette campagne, on a fait le choix, c'est vrai, de mettre un peu au second plan des thématiques sur lesquelles on était assez identifiés. Les Français savent ce qu'on pense de la question de l'immigration, ils savent ce qu'on pense de la question de la sécurité, ils savent ce qu'on pense des questions régaliennes au sens large. On a fait le choix de parler de pouvoir d'achat, on a fait le choix de parler de questions sociales, on a fait le choix de parler de la santé, on a fait le choix d'élargir nos axes de campagne. Mais les Français, ils ont fait un choix et je respecte. Les Français, ils ont choisi la retraite à 65 ans. Ils ont choisi l'augmentation des taxes sur les carburants. Ils ont choisi la continuité de la politique d'immigration. Je respecte ces choix-là, mais je suis en désaccord avec ces choix. Et nous allons continuer de mener le combat. Alors justement, comme on dit, la vie commence toujours demain. Ouais. Marine Le Pen a été candidate, je crois, avec une forme de sincérité dans cette campagne pour servir la France, servir les Français. Et nous allons continuer à le faire. Mais permettez-moi de vous rappeler que ce scrutin n'est pas fini et que, encore une fois, la casse sociale peut être empêchée si nous faisons entrer des députés du Rassemblement national à l'Assemblée au mois de juin. Le premier rendez-vous, il est fini. La présidentielle est terminée. Mais dès 20h10, le soir du second tour, effectivement, on a l'impression que la bataille législative a commencé. Oui. Est-ce que vous allez proposer des candidats absolument partout, Jordan Bardella, ou pas? Ou est-ce que vous allez choisir? Ou est-ce que, par exemple, vous allez faire un peu comme le dit déjà Reconquête, ils ne vont pas présenter des candidats face à Marine Le Pen ou d'autres personnalités du Rassemblement national? Est-ce que vous aurez des candidats partout? Il y a des candidats aujourd'hui, Rassemblement national, qui sont investis dans quasiment toutes les circonscriptions. On a une commission d'investiture lundi, donc dans quelques jours, je serai en mesure de vous dire que le Rassemblement national est présent partout. Nous sommes présents partout parce que c'est une marque de confiance qu'on doit aux électeurs français. C'est une marque de confiance qu'on leur doit parce qu'ils ont fait le choix de nous placer au second tour de l'élection présidentielle, encore une fois avec un score qui est certes pas suffisant pour l'emporter, mais qui est très important et qui nécessite donc d'être présent sur l'intégralité du territoire. Maintenant, pour vous répondre clairement, il y a des gens qui sont investis par le Rassemblement national, qui sont des gens de la maison, du Rassemblement national, et puis on peut être amené, on sera amené dans les jours qui viennent à discuter de l'investiture de gens qui viennent de l'extérieur. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura parmi les gens investis par le RN des gens qui ont été aux Républicains, des gens qui ont eu un parcours à droite, à l'UMP, aux Républicains, qui sont investis par le Rassemblement national. Nous donnerons la liste des candidats dans quelques jours. Et il y a aussi des gens qui ont pu s'approcher de Reconquête et qui s'en sont éloignés, qui en sont partis parce qu'ils ont bien vu que la stratégie qu'a mis en place Éric Zemmour était une impasse politique et ne menait en réalité qu'à une démarche de témoignage et ne pouvait amener le camp national à prendre le pouvoir. Donc, nous avons une responsabilité qui est celle de construire un grand rassemblement large. Est-ce que justement vous avez un objectif? Pardon. Oui, il n'y aura pas de rancune vis-à-vis de ces gens qui vous ont quitté pour partir à Reconquête? Alors, parce que je vous ai moi-même interrogé à ce sujet, vous étiez très dur. Je vais vous dire les choses. Il y a différents profils. Il y a des gens qui ont pu, au début, septembre, octobre, s'approcher de la candidature d'Éric Zemmour, voir que ça menait à une impasse et qui ont pu revenir au Rassemblement national. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ils ont voté pour Marine Le Pen au premier et au second tour. Maintenant, il est clair que nous n'aurons pas la même attitude, et les Français le comprennent bien, à l'égard de gens qui ont passé 8 mois à nous combattre,
qui ont passé 8 mois à tout faire pour disperser les voix, nous empêcher d'être au second tour, quitte à prendre le risque de faire qualifier Jean-Luc Mélenchon au second tour de l'élection présidentielle, et qui reviennent aujourd'hui. Je peux vous assurer que le téléphone chauffe beaucoup. Et qu'il y a des gens qui sont partis du Rassemblement national, qui ont eu des mots très durs à notre égard, et qui nous disent « bon, je me suis trompé, est-ce que je peux revenir », etc. Mais je pense que tout ça, c'est de la cuisine, ça n'intéresse pas les Français. Donc vous ne les reprenez pas, ceux-là? Nous, on aura des candidats partout. Monsieur Bardella, parce que... vous ne les reprenez pas? Non. Les gens qui se sont mal tenus, qui ont eu des propos dégradants à l'égard de notre candidate, et donc à l'égard de notre mouvement, et donc à l'égard des gens qui votent pour nous, Le Pen, évidemment, eh bien, seront amenés à démontrer, dans le cadre de l'élection législative, qu'ils sont meilleurs que nous et qu'ils sont meilleurs que tout le monde. Mais notre volonté, c'est de faire en sorte que les idées nationales soient présentes et que le bloc national soit présent massivement à l'Assemblée nationale. Donc, c'est la raison pour laquelle, et j'en termine, si vous me le permettez, au second tour, premier tour, chacun présente ses candidats partout. On est la première force d'opposition, on a des plus-values de projets à faire connaître. Regardez, par exemple, sur la question de la retraite, moi, ça me poserait un problème de retirer un candidat du Rassemblement national et de soutenir un candidat de Reconquête qui voterait la réforme à 65 ans d'Emmanuel Macron. On sait que sur la retraite, par exemple, dans un climat d'urgence sociale très fort, la position d'Éric Zemmour sur la retraite est plus proche de celle d'Emmanuel Macron que celle de Marine Le Pen, qui défend, je vous le rappelle, 40 annuités, 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler. C'est valable aussi pour les LR, ça, monsieur Bardella. Donc vous allez peut-être soutenir au second tour des gens qui, sur point précis qui semble très important pour vous, sont éloignés de vos positions. Il s'agit de soutenir des gens qui nous ont rejoints, qui ont fait le constat que les autres mouvements politiques étaient aujourd'hui dans une impasse et qui ont vu que le grand bloc populaire que nous avons créé dans cette campagne était amené à évoluer, était amené à croître, était amené à s'élargir, et donc ils viennent sur la base de notre projet. Et donc évidemment, sur la retraite, ils voteront. Vous appelez les Français projet. à voter massivement pour vous, pour avoir un groupe à l'Assemblée nationale. Quel est votre objectif dans ces législatives? Le plus possible. Je dis aux Français, donnez-nous de la force. Vous espérez quoi? Donnez-nous les moyens de vous défendre. Ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, qui, je crois, a démontré pendant 5 ans qu'il était un dirigeant autoritaire et qui, s'il devait avoir les pleins pouvoirs pendant 5 ans, serait cataclysmique pour la démocratie. Vous avez déjà admis que vous n'aurez pas la majorité, on a l'impression. À vous écouter. Une forme. Écoutez, moi, je ne prends pas les Français pour ce qu'ils ne sont pas. Les Français savent parfaitement qu'à partir du moment où un président de la République est élu, il a 4 ou 5 semaines plus tard, qu'il a une majorité. Mais on peut perturber cette majorité. On peut ne pas laisser les pleins pouvoirs à cette majorité. On peut constituer un groupe puissant qui, passé un certain nombre de députés, peut engager un référendum, qui peut défendre des mesures de baisse des taxes sur le pouvoir d'achat. Donc l'enjeu, il est essentiel. C'est celui de ne pas laisser Emmanuel Macron, pendant 5 ans, avoir les mains libres. Donc, votre objectif, cette phrase-là, vous avez fait une déclaration à Fréjus au cours d'un déplacement qui a choqué. Parce que vous avez comparé... qui a choqué les journalistes, c'est tout. Non, vous avez comparé potentiellement la France à la Russie. Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez dit qu'il serait malvenu ensuite de critiquer la Russie si Emmanuel Macron venait à avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Dans ce contexte de guerre en Ukraine, je vais vous expliquer. Avec un autocrate à la tête de la Russie, vous maintenez cette comparaison? Je pense que Emmanuel Macron est un dirigeant autoritaire. Je pense qu'il a pendant 5 ans... Ça veut dire quoi, un dirigeant autoritaire? Ça veut dire qu'il a éloigné. Je pense qu'il a abîmé la démocratie. Et je pense que la France s'éloigne de plus en plus de l'idée que moi je me fais d'une démocratie mature. Il l'a fait en étant extrêmement brutal à l'égard de ce mouvement populaire qu'ont été les Gilets jaunes. Il l'a fait en faisant voter une loi, permettez-moi de vous le rappeler, la loi Avia, qui plaçait la liberté d'expression sur Internet sous la tutelle des GAFAM, sous la tutelle de grandes boîtes privées, qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Il porte des coups très durs à la République française lorsque, en catimini, pendant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, il supprime les corps diplomatiques. Il le fait lorsqu'il balaye d'un revers de main la proportionnelle aux élections législatives après l'avoir promis en 2017. Il le fait lorsqu'il balaye d'un revers de la main le référendum d'initiative citoyenne. Vous le comparez à la Russie, donc je dis effectivement que si, à l'issue des élections législatives, Emmanuel Macron devait avoir une Assemblée nationale quasi acquise à sa botte, avec 450 ou 500 députés, ça poserait un problème de représentativité et que dans cette hypothèse-là, nous serions disqualifiés pour donner des leçons de démocratie à d'autres régimes que nous critiquons. Par ailleurs, on m'a demandé de citer un exemple. J'ai cité la Russie parce que, encore une fois, la France donne des leçons de démocratie à la terre entière. Mais si un parti comme le nôtre, Bardella, qui est la première force d'opposition... Si Marine Le Pen avait été élue présidente et qu'elle avait eu une large majorité à l'Assemblée nationale, vous n'auriez pas tenu les mêmes propos. Pourtant, elle aurait participé des mêmes institutions, dans le même cadre. Non, monsieur Boursier, parce que... Je ne parle pas de l'exercice de la politique, je vous parle de la garantie des institutions. La différence entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen,
c'est qu'il y en a une qui aime la démocratie et qui veut rendre le pouvoir au peuple. Et Donc c'est vous la pensez raison qu'Emmanuel pour Macron laquelle... n'aime pas la démocratie? Et c'est là. Non, il n'aime pas la démocratie. Il a permis. Mais vous pouvez lever les yeux au ciel. Vous pouvez peut-être être en désaccord avec moi. Mais si vous ne voyez pas le problème, est-ce que sur les 5 ans qui se sont écoulés, qui ont été 5 ans très durs avec des revendications sociales, si les Français sont descendus dans la rue, pourquoi? Ils sont descendus dans la rue parce qu'ils ont le sentiment qu'à l'Assemblée nationale, leurs idées ne sont pas représentées. Et quand un parti comme le nôtre, en 2017, fait 11 millions de voix et n'a que 6 députés sur 577, alors si vous voyez aucun problème de représentativité, alors à ce moment-là, on ne va pas être d'accord. Et c'est la raison pour laquelle on défend la proportionnelle et l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Parce qu'il faut réparer cette fracture qu'il y a aujourd'hui entre le peuple et les élites. Et donc, je le dis et je l'affirme, moi, ça me fait peur de voir Emmanuel Macron avec les pleins pouvoirs pendant 5 ans. Ça me fait peur pour mes libertés, ça me fait peur pour les libertés du peuple français et pour la démocratie mature qu'est la France. Jordan Bardella, est-ce que vous iriez jusqu'à suivre Jean-Luc Mélenchon qui a fait à 8h05, le soir de l'élection présidentielle, un procès en illégitimité du président Macron, nouvellement élu? Est-ce que vous faites le même procès? Non, je ne fais pas de procès en illégitimité. Emmanuel Macron, il a été élu, il est le président de tous les Français, il faut respecter cela. Mais il doit aussi, lui, respecter le fait qu'il y ait une opposition aujourd'hui qui ne peut pas se contenter d'avoir 6 députés sur 577 parce que, permettez-moi de vous rappeler que la France est, d'après The Economist, une démocratie défaillante. La France est perçue par la presse internationale comme une démocratie défaillante. Là, vous citez les journalistes, M. Bardella, faites attention. Nous sommes 34e. Alors attendez, ça va vous faire plaisir. Nous sommes 34e. C'est juste qu'il y a quelques instants, vous critiquiez les journalistes et là, vous les citez en référence. 34e, c'est une relation compliquée. 34e dans le classement des libertés de la presse. La France est 34e au monde, derrière le Ghana et l'Uruguay. Donc effectivement, je pense qu'on n'a pas de leçon de démocratie à vous donner. Et si vous me permettez juste de finir sur les législatives, parce que je pense que c'est très important, au second tour, pour vous répondre à la question que vous m'avez posée tout à l'heure, on est parfaitement disposé. Si le Rassemblement national devait ne pas être en capacité de l'emporter dans des circonscriptions, qu'il se retrouve en triangulaire et qu'il est 3e, et qu'un candidat patriote du camp patriote se retrouve le mieux placé, moi je suis parfaitement favorable à ce qu'on puisse retirer notre candidat si la réciproque est vraie, pour apporter notre soutien. Ça vaut pour Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, des candidats du LR, ça vaut pour des candidats des Reconquêtes, ça vaut pour qui? Tous ceux qui défendront la France à l'Assemblée nationale. Effectivement, Nicolas Dupont-Aignan, je crois, fait partie de cela. Et ça se juge à quoi, M. Bardella? Pas Florian Philippot. Je ne sais pas si Florian Philippot atteindra le second tour des élections législatives. Il faut être un peu sérieux. Mais ça tient au fait que je n'aurai jamais d'adversaire dans le camp de ceux qui aiment la France. Et qu'on peut avoir des désaccords politiques avec Reconquête, on peut avoir des désaccords politiques avec les Républicains, on peut avoir des désaccords politiques avec une frange souverainiste de la gauche, on peut avoir des désaccords politiques avec Nicolas Dupont-Aignan, mais à un moment donné, l'enjeu est que nos idées soient portées et soient défendues à l'Assemblée nationale face au bloc Macron, au bloc de la Macronie, qui va être le bloc de la dérégulation pendant 5 ans, et au bloc islamo-gauchiste, qui est aujourd'hui en train de constituer M. Mélenchon. Et je vais même vous dire, Monsieur Bardella, pardonnez-moi, mais c'est très important pour la clarification, parce que vous avez vous-même été sur le sujet de la retraite, affirmant que c'était un sujet capital pour vous, que vous opposiez la retraite à 64 ans, à 65 ans. Et vous nous expliquez maintenant que la priorité, ce serait les patriotes, sans bien définir ce que c'est. Mais du coup, Éric Zemmour n'est pas du tout d'accord avec vous sur la retraite, vous l'avez dit vous-même. Les LR non plus. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre ce qui fait que vous allez soutenir un tel ou pas. On peut se dire la vérité. Reconquête, en tout cas le Rassemblement national et Marine au second tour, sont arrivés devant Éric Zemmour dans 96% des circonscriptions. Ouais. Vous savez très bien que si vous faites 7% à la présidentielle, vous ferez 2 ou 3% aux élections législatives. Donc moi, j'appelle les électeurs de Reconquête et les électeurs sincères des LR, venez avec nous, donnez de la force à vos idées. On vous a prouvé pendant cette campagne présidentielle que notre stratégie était la meilleure pour se qualifier au second tour et pour rassembler des millions de Français. Comment vous allez faire pour les mobiliser, les appeler à voter pour vous, alors que vous nous dites, vous nous avouez que vous n'allez sans doute pas gagner la majorité. Comment vous allez essayer de mobiliser votre électorat? Mais ça, ce sont les Français qui vont le dire. Je veux dire, nos électeurs, ils sont soucieux du pouvoir d'achat. Nos électeurs, ils se soucient de la défense de nos modes de vie. Nos électeurs, ils veulent que la France reste la France. Nos électeurs, ils veulent pouvoir travailler sans être accablés de charges, de normes et d'impôts. Nos électeurs, ils sont attachés à la valeur travail, à l'effort, au mérite. Ils sont attachés au RIC, ils sont attachés à la proportionnelle. Et donc, si on veut défendre ces idées-là, ça ne passe pas par la rue.
ça passe par l'Assemblée nationale. Mais alors donc justement, donner de Bardella, la force à si des vous gens avez qui la vont majorité- vous défendre et qui vont vous protéger. Si vous avez la majorité, qui sera Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon, il demande aux Français de l'élire Premier ministre. Est-ce que ce sera Oui, Jordan mais Bardella ou Marine Le Pen? Jean-Luc Mélenchon. Non mais on verra. Je veux dire, Jean-Luc Donc c'est Mélenchon. pas clair encore. Écoutez, ça sera parfaitement clair. Marine Le Pen va conduire cette bataille des élections législatives. C'est normal que Jean-Luc Mélenchon soit être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Il l'a fait élire. Il a soutenu Emmanuel Macron au second tour. Donc je veux dire, il y a là une forme de cohérence. C'est pas complètement vrai. Il a appelé à ne pas donner une voix au Rassemblement national. Oui, il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron. Si vous votez pas noir, votez blanc. Si vous votez pas blanc, votez noir. Non, vous pouvez vous abstenir. Vous votez Oui, blanc. votez blanc pour Vous le pouvez d'accord. voter blanc, justement. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il était beaucoup plus dur avec le Macron virtuel en 2017 qui n'avait pas encore fait ses preuves, qu'avec un Emmanuel Macron qui a été l'homme de la brutalité sociale, qui est l'homme de la retraite à 65 ans. Donc c'est ça en fait, Jean-Luc Mélenchon, il soutient la retraite à 65 ans. Donc c'est parfaitement clair. Et vous Donc, ne serez pas candidat dans ces législatives? moi, je ne serai pas candidat parce que vous savez que je suis aujourd'hui député européen, que j'ai pris l'engagement d'aller au bout de mon mandat. Donc, je ferai cette campagne et j'irai soutenir nos candidats comme je l'ai fait avant-hier dans le Var. Mais à titre personnel, je ne serai pas candidat. J'aurai l'occasion probablement de participer à d'autres batailles électorales à l'avenir. On me dit que vous avez vu dans le plus grand secret Stanislas Rigaud dans cet entre-deux-tours, le président de Génération Z. Est-ce que c'est vrai et vous voulez le récupérer au Rassemblement national? Non, mais Ça a l'air d'être vrai. Stanislas Rigaud est indépendamment de qui je peux voir à l'extérieur. Moi, je trouve que Stanislas Rigaud, qui est le président de Génération Zemmour, est extrêmement talentueux et il incarne une nouvelle génération, une nouvelle énergie avec qui on a vocation à travailler, à composer à l'avenir, qui n'a pas eu de propos blessants à notre égard, qui n'a pas été dans une logique de division, de dispersion, qui a fait campagne, qui a soutenu Marine Le Pen au second tour après avoir soutenu Éric Zemmour au premier. Donc moi, effectivement, quand je vois quelqu'un comme Stanislas Rigaud, c'est quelqu'un avec qui, à l'avenir, je pourrais parfaitement travailler. Vous avez eu un contact personnel, Jordan Bardella, avec Marion Maréchal Le Pen? Non. Non. Et toute dernière question, parce qu'on va marquer la pub là rapidement. Je vais clore la partie politique pour faire une parenthèse qui est liée à l'actualité. Alors c'est pas vraiment votre génération évidemment, mais on a appris là la disparition de Régine, 92 ans, star des soirées, des boîtes de nuit. Je sais pas si vous l'aviez croisée, si vous avez une réaction à sa disparition. Non, je ne l'ai pas croisé, mais 4-5 ans, c'est une part de France qui s'en va. C'est-à-dire que c'est une époque qui se tourne. Belmondo, Johnny, Aznavour, Régine. Ça doit rendre nostalgique les plus anciens d'entre nous, mais même nous, parce que c'est une période de France qu'on aimait et qu'on continue d'apprécier. Restez avec nous, s'il vous plaît, Monsieur Bardella. Nous allons poursuivre cette émission en direct dans un instant. À tout de suite. Suite de BFM Politique, Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, est notre invité. Les législatives, la campagne a donc commencé à 20h02, 5, 8, le soir du second tour de la présidentielle. Les hostilités ont été lancées par l'opposition. Vous nous avez dit qu'il y aura quasiment des représentants du Rassemblement national. Partout. Voilà. Et vous soutiendrez le patriote, la patriote, en tout cas le candidat le plus proche de vos idées au second tour. Partout, Si on n'y est pas. Voilà. Si vous n'y êtes pas, évidemment. La gauche discute autour de Jean-Luc Mélenchon. Les socialistes ont mis pour l'instant les négociations en pause, tout comme les communistes. Les idées de LFI sont partagées, en partie, pas complètement, c'est ce qui achoppe. Est-ce que finalement vos adversaires principaux un peu partout en France ne seront pas les candidats de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise ? Je pense que la gauche se déshonorerait à faire alliance avec des gens qui soutiennent le désarmement de la police, qui soutiennent la suppression des brigades anticriminalité ou qui investissent, comme je l'ai vu, à Vénissieux, un pseudo-journaliste, militant en tout cas, Taha Bouaf, qui a été condamné pour injure raciale. Il fait appel de sa condamnation. Il a été condamné en première instance pour injure raciale et qui a traité une syndicaliste policière qui s'appelle Linda Kebab d'arabe de service. Il estime être victime d'une campagne d'extrême droite. Si c'est ça, oui, enfin, si ça avait été le cas inverse et qu'on avait présenté un type de ce genre, ce qui évidemment n'arrivera jamais, je pense que vous auriez été les premiers à nous le reprocher. Mais que la France insoumise se complaise en ce type d'investiture démontre un tournant anti-républicain qui est majeur. En fait, ils sont en train d'installer un fossé entre eux et les principes de la République, d'aller soutenir quelqu'un qui a été condamné en première instance pour injure raciale, qui traite une policière, une syndicaliste policière d'arabe de service et qui se balade dans des manifestations avec la tête de Marine Le Pen sur un pic. Alors effectivement, on peut parler d'une coalition d'extrême gauche. Je pense que la gauche se déshonorerait dans ce type
d'alliance. Et moi, j'appelle les autres mouvements de gauche, même si je n'ai absolument rien à leur conseiller, à revenir à la raison. Est-ce que ça vous agace que Jean-Luc Mélenchon se pose encore une fois dans l'interview au Journal du Dimanche, mais on l'a vu dès sa déclaration ici même, en disant qu'il voulait être Premier ministre. Est-ce que ça vous agace qu'il se pose en premier adversaire d'Emmanuel Macron? Non, mais enfin, est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Non, ça m'agace pas, mais Jean-Luc Mélenchon est la béquille du système. Je veux dire, il prétend combattre un candidat qu'il a fait élire. J'ai du mal à comprendre le cheminement intellectuel, mais d'aller combattre demain, quelle crédibilité va avoir Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il va s'agir de s'opposer, de combattre la retraite à 65 ans, qui va probablement être la mesure la plus brutale, et d'ailleurs la seule chose concrète qu'a proposé Emmanuel Macron dans son programme pour sa réélection, alors qu'il a lui-même fait élire Emmanuel Macron. C'est pareil d'ailleurs avec les syndicats qui, à mon sens, perdent toute crédibilité pour incarner cette opposition. En tout cas, s'il a un gros groupe à l'Assemblée, si son groupe est supérieur au vôtre, il deviendra le principal opposant à Emmanuel Macron. Vous allez perdre ce titre. Oui, vous savez, on dit souvent que la politique, c'est l'art de la répétition. En 2017, après l'élection présidentielle, on nous avait dit Jean-Luc Mélenchon va être le premier opposant, il sera la première force d'opposition. Ça a duré 4 mois. Et puis le Rassemblement national s'est imposé à remporter les élections européennes. Je ne vais pas revenir sur le fil, mais nous sommes la véritable opposition. Et pour une raison très simple, c'est que cette élection présidentielle, par deux fois et par 3 fois, si on inclut le scrutin européen, a acté la recomposition de la vie politique entre ces deux grands blocs qui vont probablement se disputer idéologiquement le débat public dans les prochains mois. Pardon, monsieur Bardella, mais ça n'est pas si simple. Partisans de la dérégulation que défend Ça n'est pas si simple sur des élections locales, monsieur Bardella. L'exemple, vous le connaissez mieux que personne, ce sont les régionales. Tout le monde anticipait une vague bleu marine, elle n'a pas du tout eu lieu. Les partis historiques de gouvernement qui ont des ancrages locaux très forts ont été réélus massivement, contre toute attente. Et votre parti n'a pas du tout réalisé les performances qu'il attendait. Qu'est-ce qui vous fait dire que là, avec les législatives, ce serait différent? Peut-être parce qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Je veux dire, moi je veux bien qu'on refasse le match des municipales, départementales, régionales. On parle d'élections, il y a eu 25% de participation, c'est-à-dire où personne n'est allé voter, sauf les électorats, des gens qui étaient en responsabilité. Donc je pense que c'est difficile de tirer des enseignements politiques de ces élections. Quand on vous écoute, c'est toujours de la faute. Soit vous n'avez pas assez de temps pour la présidentielle, soit le mode de scrutin n'est pas bien fait pour les législatives, ou soit c'est la crise sanitaire pour les élections locales. Donc en fait, c'est jamais de votre faute en réalité. Il n'y a pas eu de crise sanitaire au municipal? Si, mais vous trouvez toujours de bonnes raisons qui expliquent les raisons de votre défaite. Vous me demandez des raisons, j'essaie de vous en donner. Quand je vous dis que c'est de notre faute, vous nous le reprochez. Quand je vous dis que c'est la faute d'un mode de scrutin qui est pas... Mais après, si vous trouvez que les règles et le contexte sont exactement les mêmes pour les autres formations politiques en réalité. Si vous trouvez... Si vous trouvez qu'un mode de scrutin qui fait qu'un parti comme le nôtre n'a que 6 députés sur 577, que vous trouvez ça juste et démocratique. C'est pas ce que vous a dit, c'est pas ce que vous a dit Jérémy Trottin, monsieur Bardella. Ce que vous dit Jérémy Trottin à l'instant, vous avez là, il y a quelques instants, dit seuls les électeurs d'Emmanuel Macron se sont déplacés pour ces élections régionales. Ce que vous dit Jérémy, c'est pourquoi les votes ne se seraient pas déplacés. Non, je n'ai pas dit cela. Je veux dire, ce sont les électeurs de Mme Pécresse qui se sont déplacés pour faire élire Mme Pécresse au régional en Ile-de-France. Oui, très bien. Donc ceux-là, ce sont c'est la dernière Ce que vous dit Jérémy, c'est pourquoi est-ce que les votes n'y sont pas allés? Mais parce que, il y a eu une crise sanitaire. Je veux dire, il y a eu 13 présidents de région réélus sur 13. On n'a jamais vu cela. Vous pouvez faire semblant de ne pas comprendre. Mais je pense que c'est une erreur de lecture que de prendre les élections régionales avec 20% de participation comme un modèle politique. Là, ce sera différent. Si les Français veulent que ce soit différent, alors ce sera différent. Moi, je ne me mets pas à la place des Français. Les Français connaissent les enjeux. Les Français savent le danger d'avoir Emmanuel Macron pendant 5 ans. Les Français savent l'urgence d'envoyer à l'Assemblée nationale des gens qui vont réclamer la suppression de la TVA sur un panier de 100 produits de première nécessité, qui vont réclamer comme nous la baisse de la TVA de 20% à 5,5% pour le carburant et les énergies. On va arriver sur les questions économiques. Mais à vous écouter, on a l'impression qu'il y a un match dans le match, et le match est LFI contre le Rassemblement national. C'est vous qui essayez d'imposer ce match. C'est un peu vous qui l'avez dit. Moi, je vous ai écouté. Le pouvoir d'achat, notamment. Je pense que le clivage entre la droite et la gauche, dans lequel s'enferme encore une fois Éric Zemmour, je pense, est obsolète. Je pense que ce clivage est un clivage d'un autre temps. Et qu'en vérité, le clivage du XXIe siècle va voir s'affronter les partisans de la dérégulation qui sont parfaitement défendus, incarnés, portés par Emmanuel Macron, et les gardiens des limites que nous sommes, les partisans de la nation qui protègent, ceux qui veulent que la France reste la France, qui veut défendre son modèle de protection sociale, qui veulent défendre son mode de vie et qui veulent défendre sa souveraineté. Donc le clivage, c'est juste ça. C'est peut-être plus plus subtil que le clivage entre la gauche et la droite. Mais cette élection présidentielle a en tout cas montré,
Une fois, c'est pas moi qui fais l'élection, ce sont les Français qui ont qualifié Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Mais croyez-moi, le combat va continuer et nous gagnerons les prochaines échéances. Jordan Bardella, l'inflation atteint 4,8 sur l'année en avril. Les prix de l'énergie vont continuer à augmenter. Nous sommes le 1er mai aujourd'hui, c'est une journée de mobilisation traditionnelle des syndicats. Est-ce que ce week-end marque selon vous le premier d'une série de week-ends sociaux ? En revanche, je ne sais pas. En revanche, je pense que les temps sont difficiles pour les Français et qu'il y a des millions de Français qui sont plongés aujourd'hui dans l'angoisse des fins de mois difficiles, qui passaient le 5 du mois ont 0 sur leur compte bancaire, qui n'arrivent plus à remplir la quasi-totalité de leur réservoir d'essence parce que le prix des carburants est devenu exorbitant. Et cette société à l'euro près, contre laquelle je me bats, contre laquelle nous nous sommes battus pendant toute cette campagne électorale, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron qui a renforcé durant 5 ans le pouvoir d'achat des très riches et qui a affaibli le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes. Finalement, dans la rue, au lieu de déposer une gerbe devant la statue de Jeanne d'Arc, pourquoi vous n'êtes pas aux côtés des syndicalistes et cette France qui a du mal à finir les fins de mois? Parce que je suis venu vous rappeler qu'on peut défiler, on peut descendre dans les rues, mais qu'à un moment donné, le débouché politique, il s'exprime dans les urnes. Et que si les Français veulent mettre un terme à la brutalité sociale, veulent regagner du pouvoir d'achat, alors il faut faire élire à l'Assemblée nationale des gens qui vont défendre des mesures qui vont en ce sens. Vous considérez que les syndicats n'ont pas d'utilité en réalité? Bon, s'ils appellent à voter Emmanuel Macron pour ensuite combattre sa politique, ils en ont à mon avis très peu. 4, et qui représentent aujourd'hui plus grand monde. Il y a très peu de Français qui sont syndiqués. D'ailleurs, une grande partie des gens qui sont syndiqués votent aussi pour le Rassemblement national au second tour. Et il y a une déconnexion entre, je crois, la base des syndicats et la tête des syndicats. Contre la concertation sociale alors? Non, mais c'est pas le sujet. Propose 4 grandes mesures. 4 grandes mesures pour le pouvoir d'achat des Français que nos députés défendront dès leur élection. Premièrement, un panier de 100 produits de première nécessité. Mais ça, le riz, c'était la campagne présidentielle. les produits hygiéniques, sans TVA. Deuxièmement, abaisser la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, l'électricité, le gaz, le fioul, sur les énergies. Troisièmement, réindexation des pensions de retraite sur l'inflation, qu'Emmanuel Macron a désindexé. C'est lui qui a affaibli le pouvoir d'achat des retraités. Et enfin, une mesure, parce que notre projet, c'est la valeur travail. C'est passer un deal gagnant-gagnant avec les entreprises. Vous augmentez de 10% les salaires. Ces 10% d'augmentation de salaire sont exonérés de cotisations patronales. C'est une vraie mesure en faveur du pouvoir d'achat des Français. Vous restez toujours opposé à l'augmentation du SMIC? Je trouve un meilleur moyen. Il a augmenté aujourd'hui par ailleurs, pardonnez-moi la parenthèse. 34 €, je crois. Les gens un sont meilleur contents d'avoir moyen, une augmentation du SMIC. un meilleur moyen. En vérité, la hausse du SMIC est souvent un peu boudée par les patrons de TPE-PME parce que c'est aussi une augmentation de charges. Nous, on a trouvé un meilleur moyen d'augmenter tous les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC pour sur permettre la base du volontariat. Votre mesure, elle est sur la base du volontariat. Je veux dire, on n'est pas, rien n'oblige. on n'est pas en Union soviétique. Donc on est dans une économie de marché, donc c'est une incitation, mais il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui aimeraient augmenter les salaires, mais qui ne le peuvent pas, d'abord parce qu'il y a la chape de plomb administrative et parce qu'ils sont assommés par l'assommoir fiscal qu'ils n'y arrivent plus. Donc nous, on leur propose, vous augmentez de 10%, vraiment des augmentations réelles de 10% de tous les salaires, et en contrepartie, ces 10% sont exonérés de charges patronales. Est-ce que vous appelez, juste une petite précision par rapport à tout à l'heure, Jordan Bardella, est-ce que vous appelez, je ne sais pas, ceux qui sont peut-être souvent vos électeurs, est-ce que vous les appelez à redescendre dans les ronds-points? Le mouvement de Gilets jaunes, est-ce qu'il existe toujours et est-ce qu'il doit encore exister pour se faire entendre en ce moment? Il y a une réalité, si les Français sont privés d'opposition et d'expression à l'Assemblée nationale, alors les Français seront contraints de descendre dans les rues. C'est ça le sens de mon message, c'est ça que je suis venu vous dire aujourd'hui. Je veux dire, si on prive les Français, les millions de Français qui rejettent la casse sociale d'Emmanuel Macron, qui ont voté pour nous, mais même qui ont pu voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui ont pu voter pour des candidats qui ont à cœur cette sécurité sociale, cette protection sociale, eh bien, s'ils ne trouvent pas de moyens d'expression à l'Assemblée nationale pour porter leurs revendications, pour porter leurs mesures, alors ils seront contraints de descendre dans les rues. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Sauf que quand je vois une inflation de 4,8% depuis un an, alors je me dis que ce mouvement des Gilets jaunes, il pourrait être beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, et que ce n'est pas tant dans la rue que je les appelle à descendre, mais c'est dans les urnes les 12 et 19 juin prochains pour faire élire des députés d'opposition à Macron, des députés du Rassemblement national. D'ailleurs, Emmanuel Macron a menti lors du débat du second tour face à Marine Le Pen. Il a dit pas du tout, l'inflation n'est pas du tout supérieure à la croissance. C'est faux, la croissance sur le trimestre, 0, l'inflation 4,8. Donc il faut prendre des mesures fortes sur le pouvoir d'achat et je pense qu'en fait, il n'y a que nous qui proposons ces mesures fortes. Juste avant que nous penchions sur ce qui se passe en Ukraine, M. Bardella, 2 questions d'actualité de cette semaine. La défenseure des droits a demandé le rapatriement des enfants de djihadistes.
Je vais préciser que beaucoup sont détenus dans des camps kurdes en Syrie depuis 5 ans bientôt. 200 enfants français, entre 80 et 100 femmes adultes détenus dans ces camps, dans le nord-est de la Syrie, des camps qui sont gérés par les autorités kurdes. Comment vous réagissez à cette demande? Est-ce qu'il faut y accéder? Je suis opposé au rapatriement des djihadistes français qui sont partis combattre. Ils ont voulu aller combattre, ils en assument les conséquences qu'ils y restent. En revanche, pour les enfants, je pense qu'il peut y avoir du cas par cas. Comment on le définit? C'est quoi cas par cas? Parce qu'un enfant de 8 ans, un enfant de 6 ans, c'est quoi? C'est l'âge? Il y a des enfants de 8 ans qui savent utiliser des kalachnikovs et qui sont déjà endoctrinés. Et donc, à partir de ce moment-là, nos services de renseignement français, qui sont plus au courant que nous, de déterminer leur dangerosité. Mais dans cette hypothèse-là, s'il y a le moindre risque de porter atteinte à la sécurité des Français, alors je ne le prends pas. Je ne dis pas que c'est simple, hein, mais c'est la raison pour laquelle, pour les enfants, il peut y avoir... je pense qu'il y a une position de principe qui peut être adoptée pour les djihadistes qui sont partis combattre. En revanche, pour les enfants, pour les tout petits, il peut y avoir une logique de cas par cas. Et leurs épouses? Les épouses des djihadistes? Non, je n'y suis pas favorable. Une autre question d'actualité. La semaine dernière, des policiers, un policier qui est aujourd'hui mis en examen, a utilisé le principe de la légitime défense pour se défendre. C'était au Pont-Neuf à Paris. 2 personnes sont décédées. Ça faisait partie des projets que vous aviez à l'occasion de cette présidentielle, essayer de faire évoluer le logiciel autour de la légitime défense. Demain, Alliance appelle à se mobiliser, à descendre dans la rue. Est-ce que vous soutenez le syndicat Alliance? Est-ce que vous serez présent aux côtés des policiers? C'est une possibilité. Les policiers savent que nous les avons toujours défendus et que nous allons continuer de les défendre. Parce que défendre les policiers, c'est protéger ceux qui nous protègent. Je ne perçois pas la police ou les policiers comme des cow-boys. Les policiers sont des pères et des mères de famille qui tous les jours mettent leur vie en danger pour protéger. Jusqu'où il faut faire évoluer alors cette procédure? Nous sommes favorables à l'instauration, vous le savez, vous l'avez rappelé, de la présomption de légitime défense. La présomption de légitime défense, qui est une revendication importante, forte des policiers et des syndicats, permet le soutien moral et juridique de l'État envers ses fonctionnaires, envers ses représentants, envers les gardiens de la paix. Ça signifie que la présomption de légitime défense, lorsque des policiers sont attaqués, comme c'est le cas tous les jours dans notre pays, tous les jours les policiers sont pris à partie, eh bien les policiers doivent pouvoir se défendre. Il ne s'agit pas de prendre un parti pris, il y a une enquête. La présomption de légitime défense, ça veut dire, pour que les gens comprennent, à partir du moment où un policier est attaqué, à partir du moment où sa vie est en danger, il a le droit de faire usage de la force pour se défendre. Il est présumé en état de légitime défense et c'est à la personne qui reçoit, qui absorbe la force, de démontrer que le policier, en usant de la force, est dans son tort. Ça peut paraître très technique, mais ça change tout. Et je vais vous dire, les fonctionnaires de police, ils souffrent beaucoup d'avoir été jetés à la mise en examen du policier concerné? Non, parce que je n'ai pas les détails. Je ne me permettrai pas de commenter d'abord l'enquête en cours. Je n'ai pas les détails, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir-là, c'est aux enquêteurs de la déterminer. Mais nous défendons, et ça sera l'une des premières mesures que nos députés défendront à l'Assemblée nationale s'ils sont élus au mois de juin, la présomption de légitime défense. Il faut protéger ceux qui nous protègent. Et je vais vous dire, ce gouvernement et ce président ont été indignes à l'égard de la police. Lorsqu'Emmanuel Macron, à vos confrères de Brut, parle de violence policière, comme s'il y avait une violence quasi endémique, quasi systémique dans la police, je pense que c'est une faute lourde, de la même manière que lorsque l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Castaner, qu'on va avoir le plaisir de revoir pendant 5 ans, parle de mettre un genou à terre devant tout ce que la mouvance anti-flic peut faire de pire, à savoir les Traoré dans la cour de Beauvau. Je pense que c'est une faute très lourde qui jette le discrédit sur l'intégralité des policiers. Donc nous les soutenons et nous allons continuer de les soutenir. Encore une fois, il peut y avoir des erreurs et ces erreurs, nous les condamnons. Mais la majeure partie des fonctionnaires de police sont des hommes et des femmes courageux qui méritent notre Jordan Bardella, la guerre en Ukraine, s'il vous plaît. Kiev a à nouveau été bombardé par la Russie cette semaine. Un mort, une consoeur journaliste qui travaillait pour une Radio Liberté. Alors que le secrétaire d'État, le secrétaire général des Nations Unies était sur place, M. Guterres, se trouvait à Kiev. La Russie a complètement assumé cette frappe. Elle devait être stratégique, soi-disant devait viser un entrepôt d'armes, je crois, une usine juste à côté de ce bâtiment qui était résidentiel. Quelle est votre réaction? La Russie est en train de commettre des monstruosités, des crimes de guerre. Lorsque ce sont délibérément des civils, du personnel institutionnel, des journalistes, alors il faut parler de crimes de guerre. Ce que je note, c'est que pour l'instant, une partie des sanctions qui ont été prises en matière énergétique sont en échec et ne marchent pas. C'est-à-dire que le rouble est à un niveau qu'il n'avait jamais atteint depuis 2 ans.
La Banque de Russie a abaissé son taux directeur en guise de marque de confiance pour l'économie russe. Et la Russie continue de s'enrichir en faisant des hyper-profits. On a proposé une sanction qui nous apparaît être la meilleure, qui est celle de mettre autour de la table l'ensemble des pays exportateurs de gaz, l'Algérie, le Royaume-Uni, la Norvège, le Qatar, les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique se mettent autour de la table pour convenir d'un accord de blocage des prix qui consisterait à vendre le gaz au prix qu'ils l'ont vendu, le prix moyen, depuis 2 ans, ce qui permettrait d'effondrer les hyper-profits que sont aujourd'hui en train de faire la Russie. Et évidemment qu'il y a de quoi s'inquiéter lorsqu'on entend le président russe brandir la menace nucléaire. Il y a la menace nucléaire et il y a la menace d'une 3e guerre mondiale aussi qui a été évoquée par Sergei Lavrov. Est-ce que vous pensez que cette menace est réelle ou est-ce que c'est du bluff de la part des Russes ? Je ne suis pas devin, mais je pense que la menace est réelle. Mais à partir du moment où des puissances étrangères, des puissances alliées de l'Ukraine font le choix d'armer l'Ukraine, alors on multiplie le nombre de co-belligérants. Ça veut dire que vous êtes contre l'envoi d'armes? Je pense qu'il faut envoyer du matériel défensif à l'Ukraine. C'est du matériel défensif. C'est d'ores et déjà ce qu'a fait la France, c'est ce qu'a fait le président Macron. Et pour le coup, j'ai beaucoup de désaccords avec lui, mais je pense qu'il a bien agi sur cette affaire. Donc il faut continuer à envoyer des armes. Oui, il faut continuer à envoyer du matériel défensif, pas du matériel offensif. Est-ce qu'il doit aller là-bas? Est-ce qu'il doit aller à Kiev? Si vous me le permettez, bon, je ne sais pas, il peut aller à Kiev. Non, mais je pense que la Russie, par exemple, à partir du moment où l'Ukraine participe du G20, je pense que la Russie doit participer également à ce G20, parce que c'est l'occasion de mettre tous les acteurs autour de la table et d'engager des discussions en faveur de la paix. États-Unis il ne faut pas garder, il faut pas perdre d'esprit que l'objectif final, c'est de trouver les moyens de la paix. Je pense que la manière dont la France a conservé le lien diplomatique avec la Russie était une bonne chose. Maintenant, attention, si nous livrons du matériel offensif, c'est-à-dire que si la France livre des armes, matériel défensif, c'est du matériel médical, c'est du matériel pour les hôpitaux, c'est du matériel humanitaire. Ce sont des fonds pour aider les réfugiés ukrainiens, comme nous l'avons voté avec le déblocage du fonds FEDER au Parlement européen, et je l'ai voté il y a quelques semaines. Matériel défensif, c'est aussi de l'artillerie, des missiles sol-air, sol-sol aussi. Comprenez bien qu'à partir du moment où nous donnons des armes de guerre à l'Ukraine, alors nous sommes automatiquement... C'est un pays qui est attaqué, automatiquement attaqué par la Russie. C'est pour se défendre, justement. Alors nous sommes automatiquement considérés comme co-belligérants. Pourquoi ? Or, je crois que deux puissances nucléaires comme la France et la Russie se regardent face à face n'est jamais bon pour la paix dans la région et pour la paix du monde. Pardon, mais ça n'est pas correct, Monsieur Bardella. Nous ne sommes pas automatiquement considérés comme co-belligérants. Enfin, déjà, premièrement, c'est écrit nulle part dans les règles qui régissent les conflits. Et par ailleurs, le pays est attaqué. Ça n'est dit par personne. Ça n'est dit par absolument personne. Et je peux même donner un exemple. La guerre du Vietnam, l'URSS armait le Vietnam, finançait le Vietnam et n'a jamais été déclarée co-belligérante par les États-Unis. Moi, je ne prendrais pas le risque. Parce que je ne sais pas jusqu'où va aller Vladimir Poutine. Donc, si vous voulez prendre le risque d'envoyer des chars, des hélicoptères, on le fait déjà, des blindés, puissance 10... Donc, il faut laisser l'Ukraine je pense que tomber. Je pense que l'objectif n'est pas la guerre, l'objectif doit être la paix. Donc, il y a ce G20 qui va être... c'est la fin de l'année, c'est le fin de l'année. Je pense que c'est... Oui, mais je pense que c'est une occasion... Comment vous faites pour obtenir une désescalade de la part de Vladimir Poutine ? Pour l'instant, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine. Donc, personne ne sait jusqu'où il va aller. Donc, il faut continuer. Je voulais parler d'une sanction sur les prix du gaz parce qu'il n'est pas normal qu'en plus de commettre la guerre, en plus de déclarer la guerre, de déclencher la guerre, la Russie s'enrichisse sur ses exportations de matières premières. Mais vous êtes contre le boycott des livraisons de gaz russe, donc en fait... Mais vous voulez faire comment? Donc vous boycottez le gaz russe et ensuite on fait quoi? Non mais vous voulez pas envoyer d'armes réellement en Ukraine. Vous êtes contre des sanctions, notamment sur le gaz russe. Vous voulez faire Quelles sont vos armes face à Vladimir Poutine? Non mais monsieur, vous voulez dans le rapport de force avec cet exemple est intéressant. 40% du gaz qui est aujourd'hui importé sur le territoire dans le marché commun européen, c'est du gaz qui vient de la Russie. Si on se passe de ce gaz russe, on fait comment? Après, il y a des sacrifices aux familles françaises qui se chauffent au gaz. C'est plusieurs dizaines d'euros pour la France. C'est plusieurs dizaines d'euros. C'est plusieurs dizaines d'euros par foyer. Oui. Donc vous faites quoi? Est-ce que c'est pas quelque chose qui serait nécessaire face à une situation de guerre de demander un effort complémentaire aux Français ou à l'État en coupant les approvisionnements de gaz? Potin, les Français, ils peuvent plus faire d'efforts aujourd'hui. Vous voyez? Parce que quand il y a des retraités qui vivent 8 euros par jour. Quand il y a un Français sur 5 qui a renoncé à se chauffer l'an dernier... Regardez ce qui se passe en Ukraine. Quand il y a un Français sur 5 qui a renoncé à se chauffer l'an dernier
qui ne peut pas mettre le chauffage, qui met des pulls parce que la facture de gaz est trop importante. D'accord, mais regardez la qui a situation augmenté de d'Ukraine, 40% regardez la situation des Ukrainiens. en un an. Non, mais moi, je regarde. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de si la solidarité Russie avec le envahit peuple l'Ukraine. ukrainien. Bah oui, mais les Français, ils peuvent plus faire d'efforts. Pour des questions Vous de voyez. température, de Il y a des chauffage. Français, bah oui, mais il y a des Français qui peuvent pas aller en terrasse chauffée à Paris et qui sont chez eux, qui ont froid l'hiver et C'est qui peuvent interdit plus payer la désormais, facture de gaz. Les Donc, terrasses chauffées sont moi, la interdites morale, dans je le veux bureau. bien, mais la solidarité. notre boulot, c'est de protéger le peuple français. Et c'est la solidarité avec le peuple français. Et ce que je regarde aujourd'hui, c'est Quitte que à les sacrifier le sanctions peuple en ukrainien, matière c'est ce que vous dites énergétique aujourd'hui. ont, quoi que vous en disiez, quoi qu'on en dise, enrichi la Russie et sont en train d'affaiblir et de faire trinquer le peuple Oui, mais français. d'avoir la Donc, Russie vous avez le droit aux de frontières défendre de ça. l'Europe. Ça n'est Non, pas non, mon mais si choix vous et avez- je l'assume. Si vous avez Vladimir Poutine aux frontières de l'Union européenne, parce que jamais il prend le contrôle de l'Ukraine, c'est aussi assez dangereux pour les Français. Mais personne n'a dit, madame, que ce dossier était simple. Non, non, bien sûr. Je pense que le lien diplomatique, la pression diplomatique qu'il convient de maintenir sur la Russie et qui a choisi la France depuis plusieurs mois était nécessaire. Je pense que, et certaines sanctions, encore une fois, on le voit, certaines sanctions énergétiques qui ont été prises sur la Russie ne fonctionnent pas et sont en échec total et sont en train de Il y a pousser rien qui- la Russie En fait, dans les monsieur bras de la Bardella, Chine. La réalité, Eh bien, il n'y a pour pas de l'instant, recette c'est miracle. qu'il n'y a rien qui fonctionne. Eh bien, Rien. il n'y a pas de recette Que miracle. le lien diplomatique avec la France oui. est rompu depuis le 20 mars, je crois que c'était le dernier 20 ou 26 mars de mémoire, dernier échange téléphonique entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron, et que Ça servait personne à pour rien. l'instant ne réussit à faire entendre raison à Vladimir Poutine. Et vous avez parfaitement raison. Et je n'ai pas la solution miracle. C'est la raison pour laquelle il faut continuer d'aider les réfugiés ukrainiens qui doivent être aidés, qui fuient la guerre. Cette guerre n'est pas la nôtre. Cette guerre engage alors- notre diplomatie, mais elle n'engage pas notre arme. Un tout dernier mot, Et, s'il vous et plaît, monsieur pardon, Bardella. excusez-moi de penser à la parce que- facture de gaz des Français. Je sais que personne n'y pense, mais pardon d'y penser. Non, c'est pas que personne n'y pense, c'est qu'il y a des enjeux, vous l'avez dit vous-même, c'est extrêmement complexe. Les Moldaves, là, ils ont une région qui s'appelle la Transnistrie, qui est majoritairement pro-russe. Ils s'inquiètent de savoir si Vladimir Poutine ne va pas se pencher Ils sur ont leur raison cas. de s'inquiéter. Les Finlandais, qui ont plus de 1000 km de frontières terrestres, regardent évidemment la Russie avec beaucoup d'inquiétude. C'est pareil pour les pays membres de l'OTAN, mais les pays baltes. Tout ça est global et les Polonais, Français les Allemands. pourraient demain être menacés directement. Ce que vous disiez, Edwige, il y a Et quelques vous instants. avez parfaitement raison. Et c'est la raison pour laquelle nous avons réclamé à plusieurs reprises que sous l'égide de l'ONU, l'ensemble des puissances puissent aujourd'hui se mettre autour de la table pour dialoguer, discuter. Mais ni vous ni moi n'êtes dans la tête de Vladimir Poutine, ni vous ni moi. On a vu n'êtes ce en qu'il capacité pensait des de Nations dire Unies, hein. Jusqu'où va aller On a vu ce qu'il Vladimir pensait des Poutine. Nations Unies. Il a fait Maintenant, bombarder Kiev alors que le secrétaire général y était. Moi, j'entends vos remarques, j'entends vos analyses, et elles sont parfaitement justes. Mais si vous voulez demain que la France, puissance nucléaire, aille faire la guerre à la Russie, puissance nucléaire, avec la Chine, puissance Je vois nucléaire rien du tout, derrière, monsieur Bardella. je pense, que c'est une erreur et que c'est une folie. Donc, dans cette affaire, je pense aussi, et nous pensons aussi au pouvoir d'achat des Français qui n'arrivent plus, je le dis et je le redis, à régler leurs factures de gaz. Et si on ne règle pas la crise ukrainienne aujourd'hui, gaz la question de pouvoir d'achat va encore se passer s'aggraver du et gaz durer russe. encore plus longtemps pour les Français. En vous écoutant, on a l'impression d'un sentiment d'impuissance, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je suis pas Non, mais responsable. j'attends, Moi, je excusez-moi, suis non, pas mais- responsable politique, Jordan Bardella. Je ne suis pas le ça c'est trop président facile. d'un parti Non, politique. mais ça c'est trop facile Bah, parce que vous arrivez devant établir moi un et vous me rapport dites de qu'il y a la force, guerre. non La guerre c'est mal. Qu'est-ce qu'on fait? Cette guerre c'est pas moi qui l'ai déclenchée, c'est pas la France, c'est pas Emmanuel Macron et c'est pas Marine Le Pen. Donc il faut aider ceux qui doivent être aidés. Il faut prendre notre part dans l'accueil des familles ukrainiennes dont les hommes sont aujourd'hui en train de combattre, accueillir dans le respect du droit d'asile, dans le respect de la Convention de Genève, les familles dont les maris seraient aujourd'hui en train de rester combattre. Est-ce Il faut que livrer du matériel défensif à Monsieur l'Ukraine Bardella, et il faut continuer d'accompagner les efforts de est-ce paix. que Marine Le Pen ira à Kiev? Est-ce que le symbole, vous disiez tout à l'heure, la politique sont des symboles. Est-ce que ce symbole-là est important? Est-ce qu'il faut qu'elle y aille, selon vous? Marine Le Pen, c'était la décision du peuple français, n'est au moment où on se parle pas chef de l'État. Non, mais Donc, elle a été a candidate été- à l'élection personnage présidentielle. politique. Mais vous noterez que Marine, depuis le début de cette affaire ukrainienne, a toujours été très mesurée, très prudente dans ses déclarations, et elle a toujours dit qu'elle ne souhaitait pas entraver le travail de la diplomatie française. On a des désaccords avec Emmanuel Macron, mais on respecte le président de la République dans le sens où il représente la diplomatie française, et où là, je crois qu'en temps de guerre, il y a une forme de consensus et d'union nationale qui doit se mettre en place derrière lui. Un mot, parce que l'Ukraine, il en était question dans l'entre-deux-tours de cette élection présidentielle, avec une conférence de presse tenue par Marine Le Pen sur les questions internationales. Un entre-deux-tours qui... je ne sais pas comment vous le qualifierez d'ailleurs. A-t-il été vraiment réussi? Il y a eu cette conférence de presse et puis il y a eu tout ce problème autour de l'interdiction du voile dans l'espace public. Vous avez dit des choses, puis rétro-pédaler, justifier le fait qu'en fait ça n'était pas simple, qu'il faudrait voir. Bon. Est-ce que ça n'est pas une des explications du résultat final? Il y a peut-être, je le dis de manière extrêmement claire et lucide, il y a peut-être des gens qui aujourd'hui en France ont encore des craintes
vis-à-vis de nous et des craintes de bonne foi. Et je pense que l'objectif peut-être du mandat qui s'ouvre et de la construction de l'après-Macron est de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Français qui se fie à la caricature qu'on a très longtemps fait nous, qui se fie au prêt-à-penser, qui se fie à ce qu'on leur explique. Moi, le chaos, la violence, les restrictions de liberté, les atteintes aux libertés publiques, je les vois du côté d'Emmanuel Macron. C'est peut-être pas encore très limpide, très clair pour tous les Français. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je le regrette. Mais non, je ne le crois pas. Je pense qu'il y a, encore une fois, il y a ce qu'on se dit sur les plateaux, puis il y a la réalité de l'opinion. Il y a des sondages qui ont été faits. Un sondage qui a été fait par l'IFOP pour France Télévisions qui dit que 60% des Français, un peu plus de 60%, 62 je crois, des Français, considèrent que le voile n'est pas souhaitable dans notre société, qu'il faudrait l'interdire dans l'espace public. On n'a jamais dit que c'était simple. Mais je veux dire, soit vous arrivez aux manettes, vous êtes un gestionnaire, vous êtes Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, soit vous avez une vision pour le pays. Merci beaucoup. Moi, je ne vois pas de vision dans ce que défend Emmanuel Macron et on va continuer démocratiquement à s'affronter. Merci beaucoup Jordan Bardella Merci d'avoir à vous. été notre invité ce midi dans BFM Politique. Merci beaucoup Edwige. Merci. Jérémy. Merci, Jordan Bardella. Merci à vous. Bonjour Sébastien Krebs, Fanny Wegscheider. C'est à vous en direct évidemment sur BFM TV. Moi je donne rendez-vous à tout le monde à 18h.